Bonjour, bienvenue dans Behind the Game, l'émission qui interviewe les professionnels du jeu vidéo afin de mieux découvrir leur quotidien, le tout dans une ambiance conviviale. Je m'appelle Liam et je suis accompagné de Nicolas Vienna. Salut! Salut Liam, comment tu vas? Bah écoute, il y a des gens sympas, il y a une interview, que demander de plus? Et on interviewe qui aujourd'hui du coup? Et aujourd'hui, on interviewe Laetitia Raffin, avocate dans le domaine du jeu vidéo et des nouvelles technologies. Salut! Salut à tous les deux. Tu vas bien? Ça va très bien et vous? Ça va. Avant de commencer, on tient à remercier Lyon Game Dev qui est notre partenaire associatif pour aider ce podcast à être communiqué et au sein de l'association des professionnels du jeu vidéo. Et aussi le Puzzle-In avec qui on a ce magnifique lieu dans lequel on tourne aujourd'hui. Donc un grand merci et on va pouvoir démarrer l'interview, Liam. Et ben nickel, déjà la politesse avant tout, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien, je suis très contente d'être là avec vous et puis de pouvoir parler de jeux vidéo. Alors pour commencer, dans les grandes lignes, ton métier, comment t'arriverais à le définir? Comment définir mon métier? Eh bien, je suis avocate en propriété intellectuelle et nouvelles technologies. C'est un métier passionnant où on fait plein de choses et on travaille beaucoup avec les artistes, l'innovation et donc c'est super intéressant d'en apprendre tous les jours dans plein de secteurs différents. Et au niveau du coup parcours, comment t'as démarré un peu du coup pour être avocate, j'imagine des études de droit, ouais. Mais comment ça s'est passé? Eh ben classiquement, j'ai fait 5 ans de droit comme tout le monde. J'ai fait une licence et un master dans le domaine de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Et ensuite, donc après mes 5 ans d'études à la fac, je suis devenue juriste pendant un temps, toujours dans la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies. Et ensuite, en parallèle, j'ai passé le concours d'avocat pour rentrer à l'école, faire mes 18 mois à l'école d'avocat et ensuite prêter serment, devenir avocate. Et aujourd'hui, avocate en propriété intellectuelle. Et pourquoi justement se spécialiser dans ce domaine? C'est un domaine qui m'a toujours plu. J'ai tendance à dire que j'ai grandi avec une manette dans une main et un crayon de couleur dans l'autre. J'ai toujours fait de la peinture, du dessin un peu à mes heures perdues et à côté, dès que je pouvais, jouer aux jeux vidéo depuis que je suis toute petite. Donc en fait, quand j'ai découvert la propriété intellectuelle en 3e année de droit, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et en fait, voilà, c'est un peu ce qui a mené mon parcours jusque-là. Et ensuite, voilà, les choses se sont faites avec les nouvelles technologies, l'innovation. Forcément, les jeux vidéo, ça amène à plusieurs réflexions en termes de données personnelles, intelligence artificielle aujourd'hui. Enfin voilà. Le côté évolution, j'imagine, ouais. Le fait que tous les quasiment 1 an, voire 2 ans, voire bien plus, il y a du changement constant. C'est ça. Ça évolue très vite et en fait, il y a toujours des choses à apprendre. Et puis les projets des clients sont super passionnants dans ce secteur-là. Il y a pas un projet qui se ressemble, donc en fait, on s'ennuie jamais et c'est super chouette. Et là, du coup, tu fais tes années de droit et t'arrives, donc t'es à la fois, t'es dans un cabinet, si j'ai bien compris, plus avec cette appétence, on va dire, sur les nouvelles technologies un peu plus spécifiques, quoi. C'est ça, oui. Aujourd'hui, je suis avocate collaboratrice dans un cabinet de droit des affaires à Lyon qui s'appelle Acléa. Donc, je travaille avec le cabinet pour les clients du cabinet. C'est un cabinet qui accompagne les entreprises sur tous les secteurs du droit des affaires. Donc, on a un département droit des sociétés, un département droit fiscal. Et moi, le département dans lequel je suis, c'est le département droit économique et contentieux avec de la propriété intellectuelle. Donc, on travaille sur tout ce qui va être contrat, stratégie de développement, le droit à la consommation, la propriété intellectuelle forcément, les nouvelles technologies. S'il y a des contentieux avec des partenaires, par exemple, dans les logiciels beaucoup. Voilà, donc c'est assez large et du coup c'est super intéressant. On est très transverse, on apprend beaucoup de choses les uns des autres et donc c'est aussi super passionnant. Ça ressemble à quoi une journée type pour toi? Qu'est-ce que tu ferais plus ou moins tous les jours? Il y en a pas énormément. Disons que je passe quand même beaucoup de temps derrière mon bureau. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font sur ordinateur, des rédactions de contrats, des échanges mails. On fait aussi pas mal de réunions avec les clients pour découvrir leurs projets, pour leur expliquer stratégiquement ce qu'il faut faire, etc. Mais après, les journées sont très différentes en fonction des besoins des clients. Des fois, on va avoir des urgences. Un client qui a un problème et qui va nous écrire et en fait il va falloir le traiter très rapidement, donc du coup on va tout lâcher entre guillemets et on va prendre le sujet en priorité.
Et des fois, des journées sont un peu plus tranquilles, si je puis dire. On est sur de la rédaction de contrats, des négociations, donc c'est quand même un peu plus posé derrière le bureau. Il y a quand même un côté où il faut souvent s'adapter parce qu'il peut y avoir à tout moment un appel ou un mail qui fait que ça va tout chambouler. C'est un métier qui est vraiment passion, je pense, et il faut aimer faire des heures. Alors on arrive à avoir une vie, un équilibre vie pro vie perso, mais c'est vrai que c'est quand même dur de raccrocher quand on aime ce qu'on fait. Et oui, des fois il peut y avoir des problèmes qui arrivent un vendredi soir qu'il faut que ce soit traité pour le lundi matin, donc tu passes ton week-end dessus. Ça peut arriver. C'est jamais le plus fun, mais oui, c'est cet équilibre à essayer de respecter forcément. Sur l'aspect, on va dire, au niveau parcours, au niveau métier, avant de rentrer sur les différentes missions, comment et quelles sont les compétences que tu penses que c'est important d'avoir pour être avocate et potentiellement aussi sur un peu plus ce domaine des nouvelles technologies? Je pense que pour être avocat dans les nouvelles technologies, il faut aimer être curieux, déjà. Parce que la techno, ça va très très vite. On le voit aujourd'hui, le RGPD, c'était il y a 5 ans. Ça a été un très gros sujet avec tout ce qui est données personnelles, etc. Aujourd'hui, on est sur l'intelligence artificielle et ça va encore très très vite. On le voit avec ChatGPT qui a pris beaucoup d'ampleur en 1 an. On a les sujets métaverse, un peu crypto, qui évoluent en dents de scie en fonction de l'évolution du Bitcoin. Donc voilà, c'est des sujets qui vont très vite. Les gens qui travaillent dans ce milieu-là vont très vite aussi. Donc faut arriver à suivre. Faut être un peu passionné, je pense. Il faut aimer comprendre le côté technique et pas juste le juridique. Ça m'est arrivé d'apprendre à coder un peu pour comprendre un peu le langage informatique et savoir où on mettait les mains dans le dossier. Donc voilà, il y a ce côté aussi très très curieux qu'il faut avoir, et je pense qu'il faut rien lâcher aussi. Il faut aimer les études parce que 5 ans c'est long. Faut aimer apprendre parce que c'est quand même pas simple, mais c'est un super métier. Et t'as des outils un peu de veille pour savoir qu'est-ce qui se fait, forcément, comme t'as dit, comme ça change tout le temps. Tu fais comment pour être tout le temps à jour? Alors, faut beaucoup se former, déjà spontanément. Faut aimer aller chercher l'info, faut rester au courant de l'actualité, des dernières tendances. Surtout que les jeux vidéo ou la tech, c'est des petits milieux, donc il faut pas hésiter à aller dans les serveurs Discord, etc., pour essayer de voir un peu comment ça se passe derrière. Nous, en tant qu'avocats, on a une obligation de formation de 20 heures par an, donc on est quand même obligé de se former sur certains sujets. Alors ça peut être autant les sujets qui te concernent dans ton métier que des sujets un peu plus larges si tu as envie d'apprendre autre chose. Mais quand tu fais de la tech, généralement, tu apprends de la tech. Donc ouais, il faut rester informé. Mon téléphone, j'ai des alertes un peu de partout sur tous les sites d'actu, etc. Et puis dès qu'il y a un sujet un peu qui arrive, il faut se demander, je pense, s'il y a vraiment quelque chose qui peut intéresser les clients, qui peut être clivant pour eux d'un point de vue juridique. Et ensuite, faut pas hésiter à y aller. Tout à l'heure, tu disais sur à essayer de comprendre les studios, les startups. Comment t'arrives on a chacun notre vocabulaire. Chaque studio, on change à chaque fois et a son propre vocabulaire. C'est pas trop compliqué d'arriver à chaque fois dans cet univers et à comprendre les aspects, parce que sur du dev, sur du design, de bien cerner tout ça. À force, je maîtrise de plus en plus. Alors l'avantage, c'est que vu que je joue beaucoup aux jeux vidéo sur mon temps perso, j'ai déjà un peu le langage jeux vidéo de base. Après, chacun a son langage. C'est sûr que sur LoL, sur WoW, c'est des langages différents. Voilà, donc je maîtrise pas tout, mais j'apprends à chaque fois, et donc ça c'est super aussi, c'est que j'évolue en même temps que les studios. Et généralement, les clients sont toujours très contents de partager sur ces sujets-là, de toi t'apprendre leur technique et moi du coup de leur apprendre le juridique. Donc du coup c'est cool, c'est un super échange généralement. Il y a un petit côté donnant, j'aime bien. C'est ça. D'ailleurs, à propos d'interaction avec les studios, c'est quoi un peu les services que tu proposes au juste? C'est très large. En tant qu'avocat, on peut vraiment accompagner les studios du début à la fin. Que ce soit sur la création de leur société, aller chercher des subventions. Ça peut aussi faire partie du métier de certains avocats. Moi, je les accompagne beaucoup sur tout ce qui est contrat, négociation de contrat, des audits. On fait aussi beaucoup avec le cabinet des audits où vraiment, dès qu'on a un nouveau client, on se pose, on voit où il en est, quels sont les sujets qu'il a mis en place, qu'est-ce qui ne va pas.
on échange beaucoup de manière spontanée pour essayer de déceler un peu les éventuelles problématiques qu'il pourrait rencontrer sans s'en rendre compte lui-même. Et ensuite, après, le diriger de manière la plus pratique possible vers ce qui lui correspond. Que ça lui corresponde de manière opérationnelle sur sa philosophie, la manière dont il voit les choses, pour que les contrats collent avec ce qu'il fait. Donc on est vraiment large. Il faut plus voir, je pense, l'avocat comme un accompagnateur pratique, un partenaire dans la vie du studio qui peut l'aider à vraiment prendre en croissance et évoluer, que comme quelqu'un qu'on appelle quand on a un problème parce qu'on a reçu un courrier de maison de demeure et qu'on a un petit souci avec un gros éditeur de jeux vidéo, ce qui arrive aussi. Et est-ce qu'il y a des timings qui sont plus importants dans ces moments parce que oui, il y a surtout le long forcément d'accompagner un studio, mais est-ce qu'il y a des timings pour toi, en tout cas que tu ressens, qui sont vraiment primordiaux à avoir pour un studio d'être accompagné par... Il n'y a pas de timing idéal, j'ai envie de dire. Dès que on commence à travailler avec quelqu'un de l'extérieur, que ce soit un freelance, un autre studio ou quoi, faut se poser la question de se dire là j'ai besoin d'un contrat, j'ai peut-être besoin d'un avocat pour avoir un regard extérieur, parce que souvent c'est vrai que les studios ont la tête dans le guidon, ils sont passionnés par leur projet, ça leur prend tout leur temps et c'est super, mais du coup c'est vrai ils ont pas toujours le recul nécessaire pour le juridique. Donc ça aussi, c'est bien d'avoir un avocat dès qu'on se dit on va faire une négociation, on va échanger des infos souvent qui sont confidentielles. Donc à ce moment-là, je pense que c'est le bon timing. Après, que ça arrive au tout début, au milieu, à la fin, c'est pas trop tard. Ouais. Donc à tout moment, on peut intervenir vraiment. Mais le point clé, je pense, c'est vraiment le début. Dès qu'on commence à parler ou à avoir des relations avec des freelances ou avec d'autres personnes pour monter le projet, là, c'est vrai que c'est vraiment le point phare, je pense, pour intervenir. Et j'imagine que c'est le mieux pour le côté, le fait que tu interviens au début pour se préparer en cas d'éventuels problèmes et mieux préparer le terrain. Plus on peut anticiper les problèmes, mieux c'est sûr. Après, il y a quand même, ça reste une grande partie du métier de réparer les problèmes plutôt. On est là, souvent les clients disent on n'a pas fait signer de cession de droit, comment on fait aujourd'hui, on a tel problème. Et on agit avec la situation qu'on a et on fait avec ce qu'on a. Mais c'est vrai que oui, il faut vraiment être en amont. Nous, l'avantage, c'est que du coup, on anticipe certaines problématiques que souvent les studios ne se posent pas encore sur la commercialisation, les données perso, etc. Ça permet d'adapter dès la construction du jeu le schéma et d'anticiper souvent certaines problématiques. Et alors, si c'est une question assez intéressante, mais comme on est sur l'anticipation, la création, demain, je monte un studio, on part là-dedans. Est-ce que t'as, alors sans forcément expliquer tout le process parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais est-ce que t'as 2-3 conseils, des choses à vraiment pas oublier niveau juridique sur la création de studio? Je pense que le conseil numéro 1, c'est de sécuriser vos droits de propriété intellectuelle. Parce que un jeu vidéo, c'est considéré comme une œuvre complexe. Donc, en fait, on n'a pas un régime particulier. On a vraiment la narration d'un côté, le design de l'autre, la musique d'un troisième côté. Enfin, voilà. Tous ces éléments, en fait, sont vraiment considérés comme à part dans les jeux. Et vu que souvent, c'est des prestats indépendants qui interviennent chacun pour un type de mission, il faut penser à sécuriser ses droits de propriété intellectuelle. Ça passe par des cessions de droits, par des contrats, et si ils sont pas signés, techniquement, le studio est pas propriétaire de ses droits sur ça. Donc c'est un vrai sujet qui peut arriver après, parce que quand on arrive devant un éditeur qui nous demande si on a tous les droits de propriété intellectuelle, parce qu'on est censé les garantir en tant que studio et qu'on les a pas, ça pose souci. Donc je pense que pour moi c'est le sujet numéro 1, en tout cas à avoir en tête à chaque fois. Après, il y en a plein. Les données personnelles aussi, c'est pareil. C'est un sujet qui est important aujourd'hui, notamment avec les données des mineurs qui jouent de plus en plus aux jeux vidéo. Donc, il faut vraiment faire attention à ça aussi. Mais c'est plus en termes de sanctions aussi. Ok. Donc, propriété intellectuelle, cession de droit et faire, c'est contractuel avec toutes les parties prenantes. Ouais. Surtout. Ok. Franchement, non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête au départ. On va pour créer un jeu, un projet, et en fait, non, c'est. On fait son truc souvent, et puis on se dit on verra plus tard le juridique, on verra plus tard les contrats. On se fait confiance, on se tape dans la main, et puis en fait,
on a tendance à dire que les avocats, on pense au divorce avant le mariage, mais en fait, c'est vrai parce que nous, on anticipe les problèmes et on est bien content d'avoir sécurisé tout ça plutôt que de devoir payer certaines sommes pour récupérer ses droits. C'est déjà arrivé. Tout à fait. Et si, imaginons, il y a un jeu qui ressemble beaucoup au jeu que j'ai fait, imaginons. À quel moment on peut se dire déjà que c'est du plagiat? Et si oui, comment ça se passe concrètement? Alors nous, en droit, on parle pas de plagiat, on parle de contrefaçon, mais c'est la même chose. Et après, ça va intervenir vraiment là où on se dit il y a un vrai risque de confusion. Il y a potentiellement une violation de droit parce que c'est moi qui ai créé l'œuvre et il s'en inspire beaucoup trop. Je trouve que ça ressemble beaucoup trop. C'est une vraie question d'appréciation et de curseur. Il n'y a pas de réponse type. Ça va être une question de preuve surtout. Prouver que l'œuvre de base que toi tu as créée est bien originale, que tu as bien mis des réflexions dedans, tu as l'empreinte de ta personnalité dedans, et que l'autre à côté, en fait, il n'arrive pas à prouver que lui, il a aussi son empreinte, que c'est vraiment différent. Et donc voilà, ça va être une question, souvent ça se passe en justice, devant un juge, c'est une question de preuve, il y a beaucoup d'éléments, c'est des gros dossiers. Après, voilà, c'est du moment où tu te dis, là, il y a un problème, tu peux commencer à te poser la question d'agir en contrefaçon ou pas. Comment on apporte des preuves? Ça, c'est le nerf de la guerre. Le droit d'auteur s'applique aux créations du moment qu'elles sont... Enfin, que tu les crées, il n'y a pas besoin, comme en marque, de déposer une marque. Donc, par principe, je te fais un dessin sur une feuille, j'ai potentiellement le droit de dire que j'ai des droits d'auteur dessus. À prouver qu'il est quand même... Enfin, que j'ai quand même une vraie patte artistique, etc. Donc, la difficulté dans les contentieux en propriété intellectuelle à ce sujet-là, elle est souvent sur la preuve, parce qu'il faut prouver que tu as eu un vrai cheminement. Donc pour ça, nous, souvent, ce qu'on conseille, c'est de documenter le travail le plus possible, de garder tout en archive, daté. Le mieux, c'est de le faire soit constater par huissier pour avoir une date vraiment solide, soit de déposer une enveloppe solo. C'est un service qui est proposé par l'INPI et qui permet pour moindre coût de pouvoir dire, voilà, à cette date-là, il y avait tout ça qui a été créé, réfléchi, et nous, après, en cas de besoin, on peut le sortir en justice et dire, voilà, bien avant l'autre personne en face, mon client avait créé certaines choses, donc il a des droits dessus. Tu l'as évoqué tout à l'heure sur la partie RGPD, données. Comment on peut davantage creuser, prendre conscience des difficultés. Encore une fois, en fait, c'est vraiment des questions qu'on se pose très peu sur au moment de la création d'un projet. Et comment bien prendre en compte toute cette partie au début, s'assurer qu'on fait bien les choses. Il y a des documents, des contrats nécessaires, des choses à mettre en place. En termes de protection des données personnelles, il y a beaucoup de choses qui se passent en off, on va dire, en interne dans l'entreprise. Souvent, on fait un audit, généralement, on fait un vrai audit, on essaye de voir là où il y a de la donnée, comment elle est traitée, pour quelles raisons, etc. Après, on adapte en fonction s'il y a besoin de mettre des contrats en place, des registres de traitement, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, mine de rien, il y a mon côté passion qui parle, mais j'aime bien tester les jeux en version bêta ou en démo pour voir si jamais il y a de la collecte de données déjà sur le jeu en tant que tel. Parce que souvent, en fait, entre ce que pense le studio en termes de collecte de données personnelles et ce qui se passe en vrai, des fois, il y a un monde. Donc, du coup, le studio, des fois, il se dit « Ah bah non, je collecte juste le pseudo ». Et en fait, quand on creuse, qu'on joue au jeu, on se rend compte qu'en fait, il collecte beaucoup plus de choses, qu'il y a un chat en interne, qu'il peut y avoir éventuellement d'autres choses. Et en fait, il y a besoin de beaucoup plus de sécurité que ça. Donc, en soi, plus le sujet est pensé en amont, mieux c'est pour nous accompagner. Mais après, oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même très long à mettre en place. Et ce serait quoi les types de jeux alors, déjà, dans un premier temps, ce serait quel type de data et qu'est-ce qu'on peut récolter des joueurs? Et aussi, est-ce qu'il y a des types de jeux et des genres de jeux où on peut récolter plus ou moins de la donnée? Je pense notamment aux jeux services, potentiellement, on peut peut-être un peu plus récolter. Quel type de data et où tu en collectes? Un peu partout. Alors, on a le classique, le pseudo des joueurs, si t'es en ligne, les comptes. À voir après si tu passes sur des plateformes type Steam, etc., qui collectent la donnée aussi. Est-ce que c'est vous qui la récupérez et elle peut être éventuellement transitée par Steam, etc. Si t'as des chats dans le jeu en tant que tel, où les personnes peuvent discuter entre elles, pareil, ça peut être de la donnée collectée. Donc, il y a plein de sujets comme ça.
Souvent, ça se collecte. Donc, dans le jeu, il y a aussi un volet interne à l'entreprise parce que tout ce qui est données de tes salariés, des personnes avec qui tu travailles, c'est aussi de la donnée personnelle que toi, tu collectes. Donc, il faut aussi penser à ce volet interne. Et après, la deuxième partie de ta question, c'était... Et est-ce qu'il y a certains types de jeux qui récoltent plus de la donnée que d'autres? C'est très aléatoire. Les MMO, beaucoup, ouais, forcément. Quand t'as du jeu en ligne où t'as beaucoup, une commu qui est énorme, bah, forcément, t'as beaucoup de données. Donc, tes obligations, elles sont plus importantes. Tu dois potentiellement faire des analyses d'impact. Si t'as des jeux qui s'adressent aux mineurs, c'est pareil. C'est de la donnée beaucoup plus sensible. Il faut penser au consentement parental. Si c'est un jeu qui peut être joué avant 15 ans, après 15 ans. Donc, il y a pas mal de réglementations qui sont un peu en train de se mettre en place là-dessus. Donc, il faut vraiment penser à tous ces sujets quand tu montes le jeu et essayer de se dire vraiment qu'est-ce qu'une donnée, où est-ce que je la mets et pour quelles raisons je la collecte. C'est peut-être pour ça qu'on voit de plus en plus quand on lance les jeux, le fameux pavé de conditions d'utilisation qu'on accepte ou qu'on refuse. J'accepte, oui. C'est ça. Ah, c'est surtout, tu vois, même dans les jeux mobiles. Ta Oui. donnée, elle peut être utilisée, elle est ultra importante pour optimiser les campagnes de pub et autres derrière, parce que le but d'un jeu mobile va être de cibler vraiment le type de personne pour faire le maximum de profit. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et du coup, plus t'as d'informations sur les personnes que tu veux cibler, sur plein de paramètres, c'est toute cette data, quoi. Je me demande pas s'il y a aussi sur le comportement des joueurs, puisqu'on reste dans le jeu mobile, combien de temps ils restent ou il y a toutes ces infos-là. On va dire, c'est des infos qui sont très jeux et pas, ça reste des informations personnelles, mais je sais pas comment expliquer, mais plus mineures que les informations vraiment dures de ta personne. Ça dépend si c'est de la data brute, en fait. Si c'est juste les joueurs restent de manière générale 2 heures sur le jeu et puis coupent, c'est pas forcément de la data, de la donnée personnelle. Ça va vraiment devenir la donnée personnelle si tu arrives à croiser les données. Typiquement, tu as une adresse IP qui te permet d'identifier l'utilisateur, c'est une donnée. Tu peux renvoyer, typiquement pour les jeux mobiles, pour permettre de financer certains jeux, souvent c'est la pub. Si ces données sont transmises aux partenaires pour faire de la publicité ciblée, ça reste de la donnée personnelle. Il faut le consentement, il faut le bandeau cookie, etc. Un peu comme sur les sites internet. Il y a l'utilisation. Il y a beaucoup de données personnelles cachées, on se rend pas compte que c'est de la donnée personnelle. Donc c'est ça aussi la difficulté souvent à expliquer aux clients. C'est de se dire non, il n'y a pas que le nom, le prénom, le pseudo. Ça va un peu plus loin. Et du coup, forcément, quelque chose que j'aime bien demander aux gens, c'est une anecdote ou quelque chose de rigolo qui t'est arrivé. Alors j'en ai pas énormément parce que généralement ça se passe bien, à part quand il y a des problèmes de cession de droits de propriété intellectuelle où là il faut rattraper un peu le sujet. Mais un truc assez drôle quand même que j'ai vu passer quand même quelques fois, enfin drôle, pas tant que ça, mais voilà, c'est que souvent dans l'industrie du jeu vidéo, les contrats ils se passent de studio en studio. Et sauf qu'en fait, un jour, je me suis retrouvée à vérifier un contrat pour quelqu'un. Et en fait, j'ai clairement vu que le contrat était passé d'un studio à l'autre parce qu'il y avait des noms des anciens studios qui étaient restés dans le contrat. Et donc, en termes de confidentialité, etc., c'était pas top. C'était un peu une boulette, voilà. Mais c'est assez drôle à voir. En plus, c'est assez ironique parce que c'est clairement l'une des industries, où justement on signe le plus de NDA, on essaie d'être discret. C'est ça. Et donc, moralité de l'histoire, soit faites faire vos contrats personnalisés par un avocat, soit faites attention quand vous faites ce genre de pratique à bien relire les contrats. Parce que là, c'était pas, il y avait le nom d'un gros studio de jeu et c'était quand même, c'était pas lui. C'est un petit détail important. Voilà. Et d'ailleurs, sur les NDA, je me posais la question. Parce que, j'en ai réalisé, mais du coup, avec des templates sur Internet, c'est OK. En fait, le fait de faire un document et de le signer, c'est suffisant ou alors faut vraiment le cadrer? Le NDA, il y a plein de sujets parce que effectivement, s'il est mal rédigé, ça vaut pas grand-chose, on va dire. Ça protège pas énormément. Après, l'idée de taper accord de confidentialité, modèle gratuit sur Internet, je suis pas sûre que ce soit très efficace. En tout cas, les modèles que moi j'ai pu voir, ils sont pas très sécurisants. Mais en soi, si c'est un vrai outil, normalement, s'il est bien rédigé, qui peut aider. Mais il y a quelques points clés à faire attention, notamment la définition de l'information personnelle. Typiquement, j'ai déjà eu le cas. Alors, ça dépend de quel côté du client tu te places, mais si tu es celui qui communique les informations à quelqu'un et que c'est pas ton NDA à toi,
Si le NDA que tu signes, il te dit juste que les informations confidentielles, ça regroupe que les informations marquées explicitement comme confidentielles, c'est quand même un peu embêtant. Ouais. Parce que du coup, si tu oublies de marquer la notion de confidentiel sur le document, techniquement, il peut être compris comme ne pas être couvert par l'accord. Okay. Donc ça peut aussi être assez préjudiciable, et ça, souvent, on l'oublie. Donc c'est vrai qu'il faut être assez vigilant sur la manière dont les clauses sont écrites et leur étendue. Enfin, c'est vraiment des moments où on le fait pour le faire, enfin parce qu'on sait qu'il faut le faire, mais on se dit pas si ça foire quelque part, est-ce que c'est pas grave. C'est non. ça, on sait qu'on a fait un document, il est quelque part. Non, mais souvent tu te dis j'ai fait un document, je lis en diagonale, bon, il y a les mots qui vont bien, ça fera office, et en fait pas du tout. Donc, bien c'est des fois pire que de pas avoir de contrat. Okay. Je pense, parce que des fois ça peut t'engager dans certaines responsabilités que si t'avais rien signé, c'était pareil quoi. Morale de tout ça, il faut bien lire et juste pas avoir confidentiel et faire c'est bon, c'est confidentiel, c'est tranquille. Ouais, moralité, faut bien lire ses contrats avant de les signer, et demander l'avis souvent d'un avocat, ça reste toujours, mine de rien, assez utile. Et pertinent. Tout à l'heure, tu nous parlais donc de la propriété intellectuelle et du coup sur ces différents aspects. On l'a évoqué un peu en off, mais il y a aussi un pass pays du coup. Est-ce que y a moyen d'avoir plus d'informations autour de ça? Ouais, le pass pays, on en parlait tout à l'heure, c'est un sujet qui est assez intéressant pour tous les entrepreneurs, enfin et surtout les studios de jeux. C'est une aide financière qui est mise en place par l'INPI et qui permet en fait d'obtenir le paiement de 50%, notamment des honoraires d'avocats, pour tout ce qui est sécurisation des droits de propriété intellectuelle. Donc il y a une limite qui est à hauteur de 10 000 euros, donc ils payent 5 000 euros jusqu'à 10 000 euros de prestations. Et ça permet, par exemple, si tu fais un dépôt de marque à l'international, que tu veux aller sur le marché américain, le marché chinois, etc., de pouvoir prendre en charge une partie des frais, pour les rédactions de contrats, etc. Donc du coup, ça te permet de payer moins cher tes frais d'avocat, et c'est franchement assez cool d'avoir ça de la part de l'INPI. Bah clairement, je me posais vraiment la question sur ça a des frais forcément, comme tout métier, comme toute prestation, et déjà qu'il y a énormément de choses à mettre en place sur la création d'un projet. Alors rajouter encore des frais ça devient très vite onéreux, donc ok. Forcément, actuellement, on parle beaucoup d'IA et comme juridiquement, on en entend assez peu parler. Je voudrais bien avoir un peu des informations sur juridiquement. On en est où? Juridiquement, on en est où? Il y a plein de sujets en cours. On a notamment un règlement européen qui va bientôt arriver, l'IACT, qui devrait bientôt être publié et qui devrait s'appliquer dès fin 2024 pour certains, je pense, dès 2025-2026. Donc ça, au niveau de l'Union européenne, qui va changer pas mal de choses, je pense. Et il dirait quoi, cette loi européenne, concrètement? Concrètement, dans le détail, je pourrais pas te le dire, mais parce que j'ai pas encore tout potassé. Mais concrètement, en fait, c'est avec l'évolution de ChatGPT. Il a fallu s'emparer un peu du sujet en manière rapide, et elle catégorise déjà les IA par type de risque. Donc les IA inacceptables, tout ce qui va être scoring social, les choses vraiment qu'on veut pas, toutes ces IA-là seront interdites. Les IA à haut risque dans la justice, la santé par exemple, ça va être des choses qui vont vraiment être très cadrées, et il faudra vraiment remplir beaucoup de critères pour pouvoir les mettre sur le marché. Les IA un peu plus classiques qui auront des obligations de réglementation, de transparence pour certaines, et puis les IA à moindre risque, notamment qu'on pourra sûrement avoir en grande partie dans les jeux vidéo avec tout ce qui est PNJ qu'on voit un peu déjà, où là il y aura principalement peu de changements, quelques adaptations en fonction de ce que prévoit le règlement, mais voilà, c'est surtout ça. Le but, c'est de rendre le sujet plus transparent et plus sécurisé pour le consommateur, enfin pour les Européens qui utilisent l'intelligence artificielle. T'as déjà eu des missions un peu autour de traiter ces sujets de l'IA ou... J'ai des clients sur des projets en cours, mais on est vraiment au stade de l'idée pour l'instant. Mais oui, c'est un vrai sujet qui se pose, je pense, dans l'industrie jeux vidéo et création artistique de manière générale, et qui va, à mon avis, changer pas mal de choses. Okay. Ouais, non, il y a vraiment pas mal de sujets. Enfin, nous, on l'a vu sur... professionnellement, il y a eu le moment où les IA génératives sont sorties sur tous les modèles
Là dernièrement c'est au niveau du son où on peut créer facilement ses musiques. Enfin ça repose pas mal de questions et de comment on réglemente tout ça. Donc clairement c'est un sujet. On a des vrais sujets en propriété intellectuelle avec l'intelligence artificielle, toute industrie confondue là pour le coup, mais notamment sur savoir qui est titulaire des droits d'auteur sur les œuvres générées avec de l'intelligence artificielle. On n'a pas de réponse tranchée encore. Il y a une proposition d'amendement qui est en train d'être passée au Parlement, qui a été proposée en septembre 2023. Sur savoir si on propose un article dans le code de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur et les créations générées par intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse. Ça va vraiment dépendre de plein de choses. Par exemple, ta base d'entraînement, l'IA que tu utilises, est-ce qu'elle est entraînée sur des contenus libres de droit? Est-ce qu'elle a des contenus qui sont protégés par droit d'auteur? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a eu les autorisations nécessaires? Si on les a pas, ça peut potentiellement être de la contrefaçon. Il y a plein de sujets qui en découlent et du coup, c'est aussi super intéressant de bosser là-dessus pour ça. Et à mon avis, ça va amener pas mal de nouvelles problématiques, notamment dans le jeu vidéo. Question assez simple, mais est-ce que tu l'utilises au travail? Et si oui, quelle IA et qu'est-ce que tu en penses de manière générale? Et est-ce qu'il y a une utilisation, la bonne ou la mauvaise utilisation? Alors, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises utilisations. Voilà, j'ai la place. Je m'en sers pas en soi sur le fond pour juridiquement faire des contrats parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'intelligence artificielle qui est assez poussée pour remplacer le métier d'avocat et qui est assez fiable aussi pour qu'on s'y réfère. On a eu des cas il y a quelques mois, voire peut-être même un an maintenant, d'un avocat américain qui s'était servi de ChatGPT pour citer des jurisprudences dans son contentieux. Et en fait, l'IA, à ce moment-là, avait halluciné et elle lui avait sorti des choses totalement fausses. Ouais. Il n'était pas allé vérifier l'info et en fait, il y a eu de gros problèmes dans le dossier après. Par ça, il a reconnu qu'il avait utilisé ChatGPT, etc. Donc, ça a posé les vrais problèmes. Donc, en soi, sur le fond, non, je m'en sers pas vraiment pour bosser avec. Après, je peux m'en servir des fois pour des choses un peu plus en marge du boulot. Faire des rédactions, enfin tourner une formulation dans un mail ou réfléchir en termes de pour éviter le syndrome de la page blanche par exemple, j'ai besoin d'écrire sur tel sujet, est-ce que tu peux me donner une première accroche et puis comme ça me permet après de rebondir dessus et de partir sur ma rédaction. Mais en soi non, je m'en sers pas vraiment sur le fond. Tu l'utiliserais donc comme un outil qui pourrait t'aider et non pas un outil où tu te baserais entièrement dessus. Non, ouais. Je pense que ça peut... Alors, dans mon métier, c'est encore délicat parce qu'on est vraiment sur une profession réglementée. Il faut surtout pas qu'on mette de données de clients dedans. On doit rester confidentiel. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, comment on l'utilise. Mais sur de la question très large, des fois, il peut donner quelques idées, je pense, auxquels on n'aurait pas forcément pensé tout de suite et qui nous permettent aussi, je pense, de gratter certains sujets complémentaires pour les clients. Ça peut aussi être intéressant comme ça. C'est exactement ça de façon. Si tu t'en sers comme outil, ça a bien plus de sens de maîtriser la chose. Je pense que ça peut être vraiment très utile. Le moment où tu commences à baser l'ensemble de ce que tu fais et que tu vérifies pas, ça perd du sens, mais comme dans beaucoup de choses, quoi. Et même, je trouve, pour l'étendre un peu aux jeux vidéo, je trouve qu'il y avait des exemples un peu assez intéressants. Je suis allé à la Gamescom 2023 et il y avait vraiment des exemples pertinents. Il y avait des jeux qui intégraient justement l'IA au centre de leur gameplay, où justement tu devais convaincre une personne de penser de telle manière. Et où encore là, la GDC récemment, il y a Ubisoft qui a mis en place un système avec un NPC qui était assez impressionnant. Donc, mais on a à côté aussi le jeu The Finals où justement toutes les voix off sont faites entièrement par l'IA, malgré s'il y a des bases humaines, mais c'est comme on dit, il y a... Et je pense que l'IA dans le jeu vidéo, ça va vraiment amener, à mon avis, un nouveau gameplay pour les joueurs. Pour interagir éventuellement, ça va changer pas mal de choses. Après, à voir comment c'est fait, et puis à voir avec la réglementation aussi les obligations qu'il y aura à mettre en place. Mais c'est vrai qu'en termes de propriété intellectuelle, par contre, là, je change de volet, du coup, c'est plus sur l'IA générative comme outil pour aider les studios à avancer plus vite dans leur création. Là, il va y avoir aussi des vrais sujets. On a un peu vu l'exemple avec Palworld, typiquement en début d'année, avec ses problèmes avec Nintendo. Et ça pose déjà vraiment des questions, intelligence artificielle ou pas, de la contrefaçon, par exemple, sur ça. Est-ce qu'on est assez éloigné pour dire
ça reste une inspiration, mais c'en est pas, enfin, il n'y a pas de contrefaçon. Est-ce que l'IA s'est basée sur des Pokémon vraiment existants pour dire voilà. Donc je pense qu'il va y avoir des vrais sujets à venir sur les utilisations autant dans le développement que dans le jeu. Puis actuellement, il y a des outils pour savoir si c'est une IA ou si c'est pas une IA, que ce soit dans le domaine du texte, de l'image ou justement des modèles 3D. Pour savoir si le contenu a été fait par une intelligence artificielle, j'en connais pas énormément. Je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de très fiable. Pour le moment, je pense que c'est surtout l'obligation. Aujourd'hui, une des principales obligations, c'est de dire quand un contenu a été généré par IA, en principe de transparence, de le dire. Notamment avec la loi influenceur sur tout ce qui est réseaux sociaux, on est censé dire image générée par intelligence artificielle. Et je pense que ça va s'étendre aussi sur tout ce qui est jeux vidéo. Il faudra le mentionner à mon avis quelque part que le jeu a été développé avec une intelligence artificielle, etc. Ce sera des sujets à venir, je pense. Clairement. Oui. On va arriver sur un peu la fin de l'interview. En tout cas, merci déjà beaucoup pour ce temps. Est-ce que tu as des prochains projets, choses que tu aimerais mettre en place là prochainement et que tu souhaites nous partager? Prochain projet, continuer de bosser dans l'industrie du jeu vidéo, ça c'est toujours super cool. Découvrir de nouveaux jeux. Après, j'ai d'autres projets, mais qui restent secrets pour l'instant. Ok. Je suis un peu superstitieuse, donc j'aime pas trop en parler tant qu'ils sont pas sortis. Et voilà, non, continuer ce que je fais. J'ai vu que tu avais une page Instagram ouais. où que tu essayais en tout cas de développer, de partager des choses. T'aimerais nous en dire plus? Ouais, c'est plus de la vulgarisation juridique, de l'information accessible de manière simple, parce que c'est vrai que trouver de l'info sur l'info juridique, surtout sur Internet, des fois, quand on n'est pas dans le milieu, on a du mal à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Un site va dire blanc, l'autre va dire noir. Et en soi, des fois, les deux ont raison. C'est juste que, en fonction de ton contexte, tu sais pas trop. Enfin, ça s'adapte un peu différemment. Donc du coup, c'est vrai que je me suis un peu lancée là-dedans pour un peu cet effet influenceur, on va dire, pour vulgariser un peu les sujets un peu tech, RGPD, intelligence artificielle, pas mal, et puis entrepreneuriat de manière générale aussi, tout ce qui va être conditions générales de vente, quand tu fais un shooting photo, à quoi il faut penser. Enfin voilà, on est un peu plus large que juste le jeu vidéo et la tech. Et voilà, c'est pour partager un peu, se dire que ah bah tiens, effectivement, j'avais pas pensé à ce sujet-là. C'est vrai, il faut peut-être que je pense à faire quelque chose, etc. Et c'est quoi le nom de ce compte Instagram pour ceux qui veulent te suivre? Et le nom du compte Instagram, c'est droit dans le NUM, tout attaché. Voilà. Et avec NUM, l'abréviation numérique. Pour le coup, ça nous a fait un peu skipper la question suivante de si tu avais une promo à faire, donc tu l'as littéralement faite. Cool. À moins que tu aies une autre promo à faire. Non, en soi, au cabinet, on accepte tout le monde, on va dire, en termes de projets. Donc, s'il y a des projets jeux vidéo, toujours avec grand plaisir pour bosser avec les studios, et puis encore plus tester les jeux, surtout sur les meet-ups de Lyon Game Dev à chaque fois. Une dernière question, très très simple. Est-ce que tu as une recommandation de manière générale? Ça peut être n'importe quoi, un jeu que tu as bien aimé, un livre que tu as bien aimé, une musique que tu as bien aimé. Ça peut être en dehors du jeu vidéo, on aime bien. C'est pour terminer sur une touche un peu plus légère. Alors, j'ai pas le temps de faire grand chose en ce moment, donc pas de recommandation récente. Un livre que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, c'était 1984 de George Orwell, qui parle d'un monde un peu après-guerre. C'est un peu une dystopie avec la technologie, un monde totalitarisme, etc., où tout le monde est justement surveillé, qui est super intéressant. Si vous l'avez pas lu, c'est un super reco, pour le coup. Mais après, ouais, non, en termes de reco, j'aurais pas grand-chose, on va dire. C'est déjà très bien, et d'ailleurs, je trouve 1984, c'est assez dingue que le livre, il a quand même plus de 20 ans. Il a quelques années, ouais. Il est encore actuel, c'est assez fou que tu as quelques œuvres comme ça, ou musiques, qui sont jamais plus présentes qu'aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Et il pose des vraies questions avec l'évolution de la tech, je pense, c'est assez intéressant. T'as une petite recommandation, toi, Liam? Puisqu'on est dans le thème, moi, je sais pas, t'as mentionné ça, et moi, instinctivement, ce qui me vient, c'est un album de Radiohead, OK Computer, qui justement oui. mentionne ces thèmes-là, et forcément, pareil, j'ai un peu les mêmes remarques que toi, c'est-à-dire que ça a plus de 20 ans, et en même temps, ça commence... Ça reste d'actualité. Ça reste d'actualité, je trouve ça assez fou. Eh ben Laetitia, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ta présence. Merci à vous qui nous écoutez et regardez encore jusqu'à maintenant.
Merci à Lyon Game Dev, merci au Puzzle-In et à toute l'équipe aussi qui est derrière, qui nous aide pour créer ce format. Liam, je te laisse le mot de la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner, quelle que soit la plateforme de podcast, que ce soit Spotify, Deezer, etc. Et de même sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et on a même un Discord Lyon Game Dev, donc si vous voulez venir, au plaisir. Et un grand merci au Puzzle-In, encore une fois, de nous accueillir dans ce merveilleux lieu. Et aussi à l'équipe de Behind the Game, qui sont des gens super sympas et mine de rien, derrière la caméra, on est une véritable équipe que je salue d'ailleurs derrière la caméra. Je crois que j'ai tout dit de notre côté, c'était Behind the Game. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.